On va aller tout de suite aux nouvelles. Pas grand-chose qui bouge cette semaine, mais quand même des petites affaires qui sont intéressantes. Évidemment, on va parler d'un autre sondage à Québec, un sondage léger cette fois-ci. Ben, deux sondages, en fait, parce qu'il y en a déjà eu un le lundi, et ça, c'était Angus Reid, qui, dans le fond, je pense que c'est tous les mois, si je ne me trompe pas, fait des sondages pour dire quels sont les premiers ministres les plus populaires au Canada parmi les 10 provinces. Je pense qu'il y en a une, par contre, qui est pas dans le sondage. Je pense que c'est PEI, l'île du Prince-Édouard. Mais, et puis, on est passé... En fait, on a remarqué, évidemment, que depuis le début du gouvernement Legault avait été extrêmement populaire, a souvent été le premier, le plus populaire des premiers ministres au Canada. Puis là, le Canada apprend que Legault est bon dernier de ce classement, 9e sur 9, parce que, comme ce que je disais, l'île du Prince-Édouard ne fait pas partie de ce sondage-là. Et donc, bon, ben déjà, ça démontre c'est quelque chose. Ça veut dire qu'au Québec, François Legault est moins populaire. Alors, ça a commencé avec ça. Puis ça s'est poursuivi avec, comme tu le disais, un sondage léger. C'est ça. Donc, évidemment, le sondage léger il vient un peu appuyer ce qu'on a vu sur le sondage Angus Reid, où le premier ministre québécois, M. Legault, il est totalement seul à la fin, là, tout dernier, comme tu as dit. Et ça s'explique parce que les sondages ici au Québec, ça va pas si bien pour lui non plus. On l'a mentionné, ça fait longtemps là, qu'on le dit, là, qu'on est impressionné par le PQ, à quel point ils réussissent à attirer la visibilité, à trouver des sujets qui font parler d'eux, etc., etc. On a parlé encore et encore de cette partielle dans Jean Talon qui a été une grosse surprise, non seulement pour le PQ, mais pour tout le monde. Il y a personne qui s'attendait à ça. Et c'est sûr, on a aussi parlé des promesses brisées de la CAQ. Donc, tout ça, on le met ensemble, mais ça fait un effet. Puis ça fait un effet rapide. Là. Dans un an, de perdre plus de 15 points, je pense, depuis l'année passée, depuis l'élection, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, le PQ est premier dans les intentions de vote. Le PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est le premier choix comme premier ministre du Québec. Puis... avec le scénario, puis j'entendais Jean-Marc Léger analyser son sondage, puis il disait qu'avec l'effet qu'on a actuellement, que c'est pas juste 2 partis, c'est pas même 3 partis, avec l'effet de plusieurs partis qui sont dans le jeu politique, dans l'arène politique, avec le 31% que le Parti québécois obtient, il est dans le territoire du gouvernement majoritaire avec le vote francophone. C'est quand même quelque chose, là, tu sais. Oui, mais peut-être que ça vaudrait la peine de rappeler un petit peu c'est quoi les scores. Donc, on parle de 31% pour le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. On parle de 25% pour la coalition Avenir Québec, 17% pour Québec solidaire, 14% pour le Parti libéral du Québec et 11% pour le Parti conservateur. Mais effectivement, George, c'est très intéressant ce que tu ramènes, ce que tu dis, puis qui a été, enfin, ta source, c'est Jean-Marc Léger, alors c'est quand même une bonne source. Effectivement, quand il pense bien, c'est-à-dire dans la base électorale du PQ actuel, dans les personnes qui accordent leur confiance, à tout le moins dans les sondages au PQ en ce moment, la concentration du vote est une concentration du vote francophone, un peu éparpillée partout. Donc, je ne suis pas du tout surpris qu'à 31%, le Parti québécois soit pas si loin que ça d'une majorité parlementaire théorique. Théorique, bien sûr, parce que je rappelle, c'est un sondage, ce ne sont pas des élections. Mais, George, je veux quand même dire quelque chose qui est important. Je crois que ce sondage révèle, comme celui d'avant et celui d'avant encore, révèle que les Québécois sont un peu, oui, fâchés avec François Legault et avec la coalition Avenir Québec. Oui, la coalition Avenir Québec est en train de perdre un certain terrain de jeu. La coalition Avenir Québec est en train de
de perdre une certaine popularité, une popularité qui était absolument fantastique dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'effrite à vue d'œil. Mais je veux quand même insister sur une chose. Oui, on a dit sur ce podcast souvent que on est impressionné par la façon dont le PQ fonctionne depuis un certain nombre de mois, voire d'années maintenant, depuis l'arrivée dans le fond de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis ça commence à payer, ça c'est sûr. Mais j'insiste beaucoup, j'avais écrit un texte de blog là-dessus déjà. L'appui à la souveraineté ne bouge pas, mais même pas d'un iota. Et normalement, lorsque tu fais un bond aussi important, quand tu es le Parti québécois et que tu fais un bond aussi important dans les sondages, sachant que Paul Saint-Pierre Plamondon n'a aucune... comment je veux dire... il est très clair sur la question de la souveraineté, c'est-à-dire que oui, il veut faire un référendum sur la souveraineté du Québec dès un premier mandat péquiste, et que la souveraineté n'est pas bougée, mais absolument pas. Moi, ça me laisse croire que c'est un vote qui est stationné au Parti québécois, mais c'est pas un vote qui va se consolider parce que c'est pas logique. Si c'était un vote véritable, en tout cas solide pour le Parti québécois, sa vision du Québec, celle d'un Québec souverain, on devrait la voir dans quelque chose d'autre dans le sondage. Mais ça fait 3-4 sondages qui font des pas de géant, mais que la souveraineté, elle est au même point. Et juste pour complémenter un peu ce que tu dis, avec ce statistique-là qui ne bouge pas, la souveraineté, là, une autre statistique qui est quand même étrange, c'est qu'il y a presque la moitié de la population qui sont d'accord pour que le Québec signe la Constitution du Canada et que demain... Donc, comme tu dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a le PQ et son leader qui sont tout premiers. La question de la souveraineté ne bouge pas trop, mais sur la question de se joindre dans la Constitution du Canada, ben ça, on a presque la moitié de la population. Quelque chose ne semble pas marcher. Mais c'est sûr. Puis ça... À mon avis, c'est les signes d'une population dont le vote est extrêmement volatile. Sincèrement, moi, je pense que s'il devait y avoir des élections demain, la CAQ va remporter de nouveau. Mais peut-être pas à 90 sièges comme en 2022, mais remporter de nouveau parce que j'ai pas le sentiment que c'est une adhésion à une vision péquiste du Québec. C'est vraiment pas ce que je pense. Par contre, ce que je pense sérieusement, c'est que l'appui de la CAQ est sérieusement amoché, que s'il devait y avoir un parti politique qui pouvait proposer une vision du Québec qui intéresserait les Québécois, c'est-à-dire une vision du Québec, d'une gestion saine du Québec avec une potentiel d'épanouissement de sa population, etc. Mais sans la souveraineté, ça pourrait fonctionner. Donc, mais ça, c'était justement le point fort de la CAQ. Tu sais, c'était le parti nationaliste. On défend les intérêts du Québec dans la nation canadienne, dans le Canada, dans la Fédération canadienne. Et ça a marché. Juste pour revenir sur ce que tu disais, oui, il y a une certaine fatigue envers le gouvernement Legault, mais tu l'as mentionné la semaine passée aussi sur l'autre épisode, que cette fatigue-là est arrivée tellement rapidement en tout début de son deuxième mandat. Tu sais, on se demande, on se gratte la tête, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis quand on regarde les raisons pourquoi il y a une telle insatisfaction envers le gouvernement Legault, on voit en première place, à 44%, il n'a pas réussi à améliorer le système de santé ou d'éducation. Mais ça, de toute façon, c'est un défi pour chaque gouvernement, je te dirais. Oui. La hausse des salaires, 30% des députés à 37%. La subvention de faire venir les Kings à Québec à 28%. Les politiques, la loi 21, loi 96, ou l'arrêt de subventions pour les étudiants hors Québec qui viennent étudier dans une université anglophone, ça c'est à 22%. Quand même, là, c'est des pourcentages importants.
ils prennent des mauvaises décisions. Et je ne vais pas te faire toute la liste, là, mais juste pour qu'on reste dans les 20%, ils n'ont pas réussi à régler les conventions collectives avec les employés de l'État. Donc ça, c'est comme les top raisons. Et tout ça, c'est arrivé durant son deuxième mandat. Donc, dans la première année de son deuxième mandat. Et d'ailleurs, écoute, ça fait l'objet effectivement d'un des textes de blog que j'ai publié la semaine passée. Il y a 3 jours. Où dans le fond, dans ce que je dis, c'est que ce qui est étonnant, c'est que les signes d'usure du pouvoir se font aussitôt dans un deuxième mandat. D'habitude, les signes d'usure du pouvoir, on les ressent après 2-3 années d'un deuxième mandat. Là, ça commence à s'installer, on le ressent, etc. Là, avec la CAQ, dès le lendemain des élections de 2022, on a commencé à les ressentir. D'abord parce que les gens se sont dit, mon Dieu, avec 90 députés, c'est quasiment, on est quasiment dans je sais pas, là, dans une dictature. J'exagère, évidemment. C'est pas une dictature, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens qu'il n'y a pas... Oui, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition forte, il n'y a rien du tout. Ça a rappelé aux gens que François Legault avait signé devant les caméras un engagement comme quoi il allait réformer le mode électoral, ce qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a pas fait dans le premier mandat, et qu'il n'a pas l'intention de faire dans un deuxième mandat. Ça vient rappeler qu'il y a eu plusieurs promesses brisées, de choses aussi qui ont été mal ficelées. On rappelle les classes de maternelle 4 ans, on parle des maisons des aînés, on parle du 3e lien à Québec, on parle du tramway à Québec, on parle de beaucoup de choses. Puis avant, on dirait qu'il n'y avait rien qui lui collait à la peau. Absolument rien. Ouais. Rien ne collait à la peau à François Legault, rien ne collait à la peau au gouvernement caquiste, rien. Mais là, on dirait que, ben oui, il y a une espèce de gouvernance par un peu spéciale, un peu désordonnée, moins cohérente, plus tâtonnante. Et là, on le ressent. Et oui, il y a un impact clair là-dessus. Alors, George, moi je pense que ça peut être l'opportunité pour un parti d'opposition de se positionner. Est-ce que c'est le Parti québécois comme on le voit aujourd'hui? Écoute, c'est pas impossible. Mais ils le font déjà, d'après moi. Ah oui, non, je sais bien, mais regarde, ça se peut que ce soit le Parti québécois qui, effectivement, en bénéficie réellement. Puis là, je te dirais que pour le fédéraliste que je suis, que tu es toi aussi, je le sais, c'est sûr que c'est plus embêtant parce que si le Parti québécois arrive au pouvoir en 2026, il faut s'attendre à ce qu'un référendum soit mis en place. Mais moi, je te le dis, très honnêtement, j'y crois pas. Par contre, ce que je peux dire d'une certaine manière, c'est que Québec solidaire peut en profiter. Le Parti libéral du Québec peut en profiter. Le Parti libéral du Québec, s'il se trouve un chef, qu'il trouve aussi un positionnement idéologique qui est cohérent aux yeux de l'électorat, il pourrait aussi tirer son épingle du jeu. Un dernier truc là-dessus, là, ça ne veut pas dire que Québec solidaire, le PQ ou même le Parti libéral du Québec, que beaucoup de gens ont enterré, mais il ne faut pas enterrer une institution qui a... je veux dire, qui est aussi vieille que le pays, là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement gagner le pouvoir en 26. Mais tu sais, s'ils augmentent significativement, là, ça veut dire que la CAQ va avoir moins de députés forcément. Et ça va vouloir dire aussi que on peut tomber dans des situations de gouvernement minoritaire. Alors, c'est ça. Ouais. C'est justement ça. 2026, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et comme tu as dit, on peut se trouver facilement dans un terrain de jeu où, avec un gouvernement minoritaire, on s'attend à des élections en dedans de 2 ans normalement. Une chose qui est étrange, là, parce que c'est sûr qu'on fait le tour des réseaux sociaux, tous les partis qui trouvent des éléments de ce sondage-là pour faire des posts, là, pour des tweets, puis bravo à nous. Puis c'est sûr que le gouvernement, il n'y a rien à faire. Là, il est tombé tellement que ça serait ridicule qu'ils mettent quelque chose pour célébrer. Il n'y a rien à célébrer. Le PQ, évidemment, ça a du sens.
Québec solidaire, ils ont pris 2 points, ils ont augmenté. Ça fait du sens. Éric Duhem, il est 2e dans la région de Québec. Donc oui, bravo pour lui. Et les 2 partis qui n'ont absolument rien à poster ou à se féliciter ou à fêter, évidemment à la CAQ, mais le Parti libéral aussi. C'est comme, il n'y a rien qui se passe au Parti libéral du Québec. Puis tu l'as mentionné, éventuellement, là, il va devoir qu'on commence à trouver des noms. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent au Parti libéral du Québec, là, mais il va falloir bientôt, là, peut-être, je doute que ça va être fait avant les fêtes, mais aussitôt qu'on termine les fêtes, là, vers la mi- ou fin janvier, début février, il va falloir commencer à que les noms sortent là, dans la course au leadership, parce que je parle à plusieurs personnes au Parti libéral, puis c'est embêtant, c'est décourageant, puis de voir... Puis c'est pas la faute à Marc Tanguay, le gars, c'est un leader, tu sais, il est là intérimaire. Donc c'est sûr que les sondages vont pas bouger du tout, là, tu sais, les gens, ils vont pas appuyer un parti sans savoir, ben, c'est qui va le diriger, c'est quoi les positions, c'est quoi la direction du parti, etc. Donc c'est quoi les idées, puis c'est tout à fait normal. Mais c'est juste que ça prend du temps, puis ça fait des années, ça fait depuis le début de cette campagne, de la dernière élection, que les gens ont laissé tomber un peu le Parti libéral du Québec. Ceci étant dit, quand on regarde les chiffres, une autre statistique qui est quand même étrange, on voit un 5% qui est parti de la CAQ et qui est allé au PQ. Peut-être ça a du sens. On est en train, comme on a dit il y a plusieurs épisodes, le PQ est en train d'aller chercher les gens qui ont quitté. Là, c'est le retour au bercail. Genre. Ce que je trouve étrange, c'est que les 2 points qui sont allés à Québec solidaire, c'est un point de Québec du Parti libéral et un autre point du Parti conservateur. Je ne sais pas si c'est ces 2 points-là qui se sont ajoutés à Québec solidaire nécessairement, ou je ne sais pas s'ils sont allés... Mais il semble ne pas avoir une cohérence logique dans le mouvement de ces statistiques-là. Je pense qu'il y a quand même une confusion qui est toujours là dans l'esprit des électeurs. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. C'est qui mène... je sais pas, c'est qui fait les médias, c'est qui fait les clips dans les médias. Qu'est-ce qui se passe? On est un peu mélangé, je trouve, comme électeur. Mais écoute, c'est un très bon point que tu apportes. Je ne sais pas si les électeurs sont mélangés. Je crois que les électeurs, ils savent juste une chose. C'est que le chèque en blanc à la Coalition Avenir Québec, c'est terminé. La lune de miel, elle est terminée. Elle a duré longtemps, par exemple, ouais. Mais elle est terminée maintenant. Ça, je pense que les électeurs le savent et le ressentent. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que il y a tellement peu de logique dans ces vases communicants qu'on pourrait effectivement dire, au moment où on se parle, tout ce que l'électeur sait, c'est pas pour qui il va voter, c'est qu'il sait pour qui il ne va pas voter. Ouais, exact. Donc c'est un peu là où on en est, et je crois que tous les partis peuvent en bénéficier. Ensuite, ça va dépendre bien sûr dans quel état ils vont se retrouver. Mais tu vois là, en t'écoutant parler, George, ça m'a fait penser quelque chose. Tu sais, la Coalition Avenir Québec. Pourquoi on l'a appelée coalition? Parce que dans le fond, ils l'ont appelée coalition parce qu'ils voulaient à la fois des fédéralistes, des souverainistes, mais qui allaient plus chicaner sur la question du référendum, mais plutôt de travailler ensemble dans le but de rendre le Québec... de faire avancer le Québec sans se soucier d'une potentielle séparation, mais sans nécessairement être très pro-Canada. Mm-hmm. C'était un peu l'idée. Là. Ouais. Vulgairement, là, je résume, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la CAQ, essentiellement, à part les adéquistes qu'il y avait là, mais grosso modo, il y a des péquistes principalement, puis des libéraux. Hein, traditionnellement, là. Historiquement, c'était ceux-là. Là, on voit que ceux qui étaient de tendance péquiste et qui se retrouvaient à la CAQ, on a l'impression qu'ils sont en train de rentrer au bercail. Ils sont en train de rentrer chez eux à la maison, au Parti québécois, parce qu'ils ont trouvé un chef, ils ont trouvé une cohérence dans le message,
Le parti n'est pas encore très fort, hein, il ne faut pas croire. Là, je veux dire, ça reste une petite structure. Ils sont 4 députés, ils n'ont pas beaucoup d'argent à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, le budget de fonctionnement. Ensuite, en termes de... j'ai pas vu les chiffres de combien ils ramassent d'argent, mais tu sais, je peux imaginer que ça ne doit pas être non plus si énorme que ça parce que... Bref, donc... Mais ils sont en train de rentrer, les gens, les caquistes qui sont à l'origine des péquistes sont en train de rentrer à la maison. La question que je me pose, et on le saura éventuellement un jour, c'est est-ce que si le Parti libéral du Québec faisait la même chose que le Parti québécois, c'est-à-dire finalement trouver un chef, idéalement inspirant, plus jeune, plus connecté à la réalité, et moins dans les licornes, et surtout qui s'assume véritablement comme libéral et comme fédéraliste. Est-ce qu'on pourrait pas voir le même transfert de la CAQ vers le Parti libéral du Québec? Et moi, honnêtement, moi je pense que oui. Moi je pense que le jour où le Parti libéral du Québec va avoir un chef, ça se peut bien qu'il fasse un bond de 3, 4, 5%. C'est pas impossible. Juste pour mentionner à quel point les choses changent en politique. Et je te rappelle qu'il y a plusieurs mois maintenant, quand on voyait le début de cette montée du PQ, puis on a justement parlé de ça, on a dit, regarde, si le PQ réussit à monter, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec? Et l'argument à ce moment-là, c'était, je sais pas, parce qu'ils sont tellement loin d'être où est-ce qu'ils doivent être, que peut-être la vraie alternative d'un PQ qui est en montée, ça serait toujours la CAQ. Sauf que maintenant, avec ce qu'on voit, avec cette instabilité dans le message, avec les reculs qui est en train de faire, tu as absolument raison. Puis je reviens à ces discussions qu'on avait faites, avec tout ce qui se passe en ce moment-là, avec cette perte un peu de crédibilité du gouvernement. Et je suis d'accord avec toi, ça va prendre un leader qui va pouvoir s'assumer et rassembler encore les membres du Parti libéral du Québec, mais c'est très possible d'aller chercher les gens qui ont quitté le Parti libéral pour la CAQ. C'est une grosse job, mais quand on voit un PQ avec 3 députés qui ont réussi à le faire, pourquoi un parti qui a... ils sont 18 maintenant, ne pourra pas le faire. Oui, mais non seulement il y a ça, mais tu sais, regarde, quand on regarde les sondages, puis qu'on voit que le Parti libéral du Québec est genre 4e, tu sais, tu te dis, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, ce parti-là va finir par disparaître. Non, mais regarde, à un moment donné, il faut regarder aussi les projections. Là, il y a des gens qui font des projections. Il y a Fournier qui fait des projections c'est tout Québec 125, etc. Il faut voir les projections. Tu sais, il y a certaines projections de sièges, là, même avec 15%, 16%, le Parti libéral du Québec est capable de faire entre 22 et 30 comtés. Tu sais, entre 22 et 30 comtés, je m'excuse, mais quand on a 18, 22... C'est une amélioration certaine. C'est une amélioration certaine, sachant qu'il est à 15% à 20... Tu sais, je veux dire, c'est pas énorme. Donc, attention, là. Ça commence à être plus compliqué de faire des gains lorsque tu te rapproches du 30%, là. Mais tu sais, entre 15 et 20, là, tu sais, le jour où le PLQ... S'il le fait, mais admettons qu'un jour, le PLQ fait un bond de 5% parce qu'il a un chef, parce que finalement, son discours recommence à coller, à connecter avec la population. Le 5%, là, ça veut dire que là, tu arrives au palier de 30 sièges, là, déjà au Parlement, là, à peu près. Là, je dis ça au pifomètre. Mais donc, il faut pas négliger ça. Puis certainement, ne pas annoncer la mort des partis politiques trop vite. D'ailleurs, tous ceux qui ont annoncé la mort du PQ, ils sont où aujourd'hui? Non, j'en ai une encore meilleure. Ceux qui ont annoncé la mort du Bloc québécois. Oui. Tu te rappelles? Mais oui, mais c'est ça. J'en ai fait partie, pour être honnête. Moi, je pensais que le Bloc était terminé. Mais c'est la vérité. Fait que, donc, ceux qui ont annoncé la mort du PQ, aujourd'hui, quand ils le voient premier dans les sondages, on les voit plus parler, là. On les voit plus, là, ces gens-là. Là. Attention, il y a des gens qui prévoient la mort du PLQ. Le PLQ qui a
plus d'histoire que n'importe lequel des partis politiques, pas juste au Québec, mais au Canada. Là, donc, Ouais.